il y a en gros trois attitudes possibles. On peut continuer à dire une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne, moi j'en ai reçu, j'ai reçu du pied derrière, ça m'a même fait beaucoup de bien, sinon je n'aurais pas fait d'études, etc. C'est quelque chose qu'on entend souvent. On peut dire aussi, c'est vrai, il ne faut pas frapper les enfants, mais il ne faut pas non plus interdire. Parce qu'interdire, c'est contre-productif, ça stigmatise les parents, c'est un point de vue. Et le troisième point de vue, j'avoue que c'est le mien, je crois qu'il faut interdire vraiment, et j'essaierai de l'expliquer tout à l'heure. Alors là, je répondrai d'abord à la première attitude, celle qui consiste à dire une fessée n'a jamais fait de mal à personne, qui est l'attitude la plus fréquente. Eh bien, je crois qu'il faut dire que, d'abord, dans les pays où on pratique non pas la gifle ou la fessée, mais les coups de bâton et les coups de fouet, les coups de branche d'arbre, où on fait agenouiller les enfants, bras croisés, pas étendus sur des graviers, par exemple, eh bien, on raisonne exactement de la même façon. C'est-à-dire que les adultes disent « Oh, mais moi, si mes parents ne m'avaient pas frappé à coups de bâton, eh bien, je me serais brouillé, je n'aurais pas fait d'études. » C'est exactement le même raisonnement. Ce qui veut dire que notre façon de penser, elle n'est pas déterminée vraiment par la supposée innocuité des punitions corporelles, elle est déterminée par le fait que nous y avons été habitués dès la petite enfance, que ces punitions étaient données par les parents, ceux que nous aimions le plus, ceux auxquels nous étions le plus attachés, et donc, eh bien, c'est normal. Et c'est très difficile de se détacher, de sortir de cette habitude prise dans la toute petite enfance, alors qu'on ne pouvait pas réagir, on n'avait pas les moyens intellectuels de réagir contre, et on a été persuadé que c'était pour notre bien, et oui, c'était pour mon bien, donc finalement, ça m'a permis de devenir ce que je suis. Et il faut penser que ça a été le cas de bien d'autres phénomènes, des phénomènes qui ont duré des millénaires. Je pense à l'esclavage. Les sociétés esclavagistes, les gens qui vivaient dans ces sociétés-là considéraient que c'était tout à fait normal, y compris probablement les esclaves. La question de la violence sur les femmes, par exemple. Tant que ça n'est pas contesté, ça dure et tout le monde trouve que c'est normal, même y compris les femmes. J'ai eu beaucoup de témoignages de femmes dans les pays où la violence sur les femmes est vraiment considérée comme normale, presque, et bien oui, c'est comme ça. C'est la règle du jeu, si on peut dire. Pensez aussi à l'excision. L'excision est quelque chose de terrible, de tellement douloureux, et pourtant, c'est retransmis par toute la société et les femmes elles-mêmes. Donc, cette question d'habitude, c'est une question très importante. Nous ne pouvons pas nous fier à notre conviction subjective pour dire ben non, le gifle et le fessé, c'est pas grave. En fait, nous ne pensons cela que parce que nous y avons été habitués dès l'enfance. Nous avons été habitués à le voir, si nous n'en avons pas reçu, dès l'enfance. Alors, est-ce qu'il est possible d'apporter un jugement objectif là-dessus? Eh bien, oui. On le peut, d'abord parce que depuis 20, 30 ans, 40 ans pour certaines études, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, qui ont montré, d'une part, que la violence sur les enfants, même de faible intensité, a des conséquences, a des effets physiques et psychiques. Et deuxièmement, on a fait énormément de progrès dans la connaissance du développement du cerveau, et on sait aujourd'hui que la violence éducative, elle interfère avec des comportements innés. Les bébés ne naissent pas comme des pages blanches, hein. Ils sont des petits mammifères sociaux, destinés à être sociaux, et nous avons à la naissance des comportements innés dans notre cerveau qui sont déjà en place, qui vont se développer, mais si on interfère avec ces comportements innés, avec de la violence, eh bien, on va altérer ces comportements innés. Alors, je vais vous le montrer sur quelques exemples, je ne veux pas être trop long. Parmi les comportements et les systèmes qui fonctionnent pratiquement automatiquement, qui se développent automatiquement, il y a les systèmes d'autoprotection de l'individu. C'est-à-dire, par exemple, le système immunitaire. Le système immunitaire qui nous protège des maladies qui se développent progressivement au fur et à mesure que le bébé grandit. Eh bien, on sait aujourd'hui que lorsqu'on frappe un enfant,
l'organisme de l'enfant, il voit cela comme une agression. Son organisme, le bébé, s'il est déjà assez grand, il peut se dire « Ah, mon papa ou mon maman me frappe parce que je n'ai pas été sage », mais l'organisme de l'enfant, lui, il réagit, c'est une agression. Or, qu'est-ce qui se passe dans une agression? Eh bien, c'est le stress. Et le stress, ce sont les hormones du stress qui préparent l'organisme à fuir ou à se défendre. C'est ça le stress. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, on sait aujourd'hui que quand le stress se répète souvent, même s'il ne se répète pas souvent d'ailleurs, il désactive les fonctions qui ne sont pas indispensables à la fuite ou à la défense. Quand on est attaqué par, je sais pas, un animal sauvage, on n'a pas besoin d'être protégé absolument contre le cerveau, ou on n'a pas besoin que la digestion se passe parfaitement. La digestion, le système immunitaire, ça consomme de l'énergie. Donc notre organisme désactive, exactement comme nous désactivons les fonctions de notre ordinateur quand nous voulons avoir plus de mémoire. Et donc, notre cerveau désactive ces fonctions. Ensuite, une fois que le danger est passé, qu'on a pu soit fuir, soit se défendre, le système revient en équilibre et tout va bien. Les hormones ont fonctionné comme elles devaient fonctionner. Mais si le stress se répète, et ça c'est vrai aussi bien pour les adultes que pour les enfants, si le stress se répète trop souvent, au bout d'un moment, à force d'être activé, désactivé, activé, désactivé, le système immunitaire réagit plus lentement, plus mal, plus faiblement, et la défense immunitaire s'affaiblit. C'est ce qui explique que plusieurs enquêtes ont montré que les enfants qui ont été beaucoup frappés sont davantage malades, ont des maladies plus graves, parce que le système de santé est affaibli. Deuxième exemple, toujours dans les comportements d'autoconservation, ce qu'on appelle le système de sauvegarde. Le système de sauvegarde, c'est ce qui se produira en nous si brusquement il y avait une explosion qui se produisait dans la rue, là à côté. Immédiatement, nous nous contacterions parce que notre cerveau aurait, en un dixième de seconde, aurait enregistré ça comme un danger potentiel et donc, tout de suite, stress pour qu'on puisse, contraction des muscles, pour qu'on puisse fuir ou se défendre. Toujours le même système. Alors, dans ce cas-là, quand il s'agit d'un enfant, quand les hormones peuvent fonctionner et faire leur boulot, fuir ou se défendre, pas de problème. Mais quand on ne peut ni fuir ni se défendre, vous savez, ce sont des expériences qui ont été montrées par Henri Labourich, parce que vous avez vu le film Le Monde d'Amérique, on le voit sur des rats. Et bien dans ce cas-là, les hormones deviennent littéralement toxiques. Elles attaquent l'organisme, elles attaquent le système digestif notamment, et elles attaquent le cerveau. Certaines parties du cerveau, notamment celle de la mémoire affective, et donc, eh bien, progressivement, il y a des lésions qui se font, si ça se répète souvent, ça peut devenir grave. Évidemment, si c'est une fessée sur 10 ans, ça ne peut pas provoquer des drames, mais quand on commence à utiliser les punitions corporelles, souvent on arrive à les utiliser fréquemment, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, l'enfant se blinde et dit même pas mal, ah oui, même pas mal, on peut voir, etc. Et d'autre part, comme il s'habitue, on est obligé de frapper de plus en plus fort. Alors ça, c'était sur les systèmes de comportement de conservation. Et nous avons aussi, je l'ai dit, des comportements relationnels. C'est d'ailleurs ce qui est très remarquable, ce qu'on découvre maintenant. Pendant très longtemps, on a cru que l'enfant était un animal plein de bestialité, de férocité, de méchanceté. Il fallait dresser, comme on croyait qu'il fallait dresser les animaux. On en est revenu même pour les animaux, d'ailleurs, aujourd'hui, heureusement. Mais on découvre aujourd'hui que l'enfant, en fait, il a des comportements qui le préparent à la vie en société et qui, s'ils peuvent se développer normalement, devront faire un adulte qui aura le goût de la présence des autres, qui saura nouer des relations sympathiques. Alors, je donne simplement quelques exemples. Un des premiers comportements du bébé qui vient de naître, c'est l'attachement, la recherche de l'attachement. Et cette recherche, il la pratique activement. Pourquoi? Parce que c'est absolument essentiel pour lui. Le pire des dangers pour un bébé, c'est d'être abandonné. Et c'est comme si son organisme le savait, avec toute l'évolution, c'est ce que l'évolution a mis en place. Donc le bébé s'est attiré ses parents, il s'est crié, il s'est pleuré,
il s'est tété. Or, la tétée, c'est un moyen formidable de créer un lien avec sa mère. Il sait tendre les bras, il sait sourire au bout d'un moment, et donc il crée un attachement. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange à cette relation, à ce lien d'attachement, la violence? Le bébé, c'est la première fois qu'il vient au monde. Hein? Il ne connaît pas, il ne sait pas comment ça fonctionne. Il constate, ah, maman, papa m'aime, et il ou elle me frappe. Ah, ça va ensemble, je t'aime, je te frappe. Ne pas s'étonner si ensuite il y a des gens qui, dans les relations affectives, sont violents. Ça est quelque chose qui a été appris dès la toute petite enfance. Autre exemple, l'empathie. L'empathie aussi, elle existe déjà chez le bébé, elle existe même chez les animaux. Hein, on a pu constater que par exemple des singes, de grands singes, si on les oblige pour se nourrir à faire souffrir un de leurs congénères, eh bien, au bout d'un moment, quand ils s'aperçoivent que c'est cela, ils s'arrêtent. Ils ne mangent plus. Ils préfèrent ne plus manger que de provoquer la souffrance de leurs congénères. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'empathie, ils la ressentent. La souffrance de l'autre, ils l'éprouvent quand ils entendent ses cris. C'est ça l'empathie. Et l'empathie, c'est la base de la morale. C'est la base de la morale parce que c'est la base du principe le plus élémentaire de la morale. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Hein? Et si on n'a que le principe, dans les situations de crise, le principe, il ne va pas avoir beaucoup de portée. Si on a vraiment l'empathie, on ne va pas pouvoir littéralement faire souffrir l'autre parce que c'est trop douloureux pour moi aussi. Et donc, je pense que beaucoup de gens qui ont été obligés de se blinder dans leur enfance parce qu'ils ont subi des punitions corporelles très fortes, ou même des punitions psychologiques ou verbales. Hein. Ils ont été obligés de se blinder. Et au bout d'un moment, j'ai eu pas mal de gens qui ont lu mes livres qui m'ont dit mais les coups, au bout d'un moment, je ne les ressentais plus. Oui, sans doute. Alors on peut se dire, c'est bien, c'est une bonne chose, comme ça, on ne souffre plus. Mais le problème, c'est que quand on sait couper de ses émotions de cette façon, qu'on a réussi à ne plus souffrir, eh bien, le résultat, c'est qu'on ne sent plus la souffrance des autres. Et à ce moment-là, on peut devenir capable de faire n'importe quoi, de commettre des meurtres abominables, de s'intégrer à des cohortes de massacreurs, dans les génocides par exemple, sans état d'âme. Alors, juste encore un mot sur l'imitation. Les bébés sont des imitateurs nés. On sait aujourd'hui, c'est une connaissance toute récente depuis une quinzaine d'années, que nous avons dans le cerveau des neurones qu'on appelle des neurones miroirs, qui enregistrent tout ce que nous voyons, tous les comportements que nous voyons, et qui nous préparent à les reproduire. C'est-à-dire que nous voyons par exemple un geste de préhension, de tenir quelque chose, le cerveau l'enregistre, et ensuite nous allons retrouver le même comportement par les mêmes neurones. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on frappe un enfant? La première chose qu'il enregistre, c'est le fait de frapper. Il apprend à frapper. Il apprend la violence, simplement par enregistrement automatique. C'est pas qu'il veuille apprendre, il l'apprend. Et donc, il ne faut pas s'étonner là non plus que la violence se répète. Alors, je vais laisser de côté, pour ne pas être trop long, pas mal de choses à oublier, éventuellement on y reviendra dans la discussion. Je voudrais terminer sur deux choses. J'ai beaucoup dit les mauvais effets qu'avait la violence éducative. Mais il est intéressant